Voilà. Bienvenue chez Bella Édifice. OK. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette belle capsule de Bella Édifice. Encore une fois, pour la deuxième fois de la chose de rencontrer Mme Marine. Bonjour à tous. Comment ça va? Ça va très bien. Oui, ça va très bien. Ça fait quelques mois. Là, c'est mieux presque un an. Là, je pense que la dernière capsule. Oui. Beaucoup de questions. Beaucoup plus fiscalité aujourd'hui parce que beaucoup de clients me posent des questions par rapport à l'incorporation, comment sortir d'une chambre. C'est qu'au Québec, on en paye beaucoup d'impôts, donc ce qui les laisse dans les incorporations pour ne pas payer d'impôts. C'est quoi les solutions, les avantages, les avantages? Aujourd'hui, on va regarder avec Marine les deux côtés de la médaille. Chaque fois que vous sortez d'argent, vous payez le corpo, vous payez personnel, les taxes, et puis comment on est géré, puis plein de petits secrets comme ça. Mais tout d'abord, félicitations pour tes magnifiques nouveaux locaux. Merci. Très belle place que vous venez faire votre tour ici, directement au centre-ville de Playa. Vous allez adorer. Donc, on va commencer sans plus tarder avec question numéro 1, une mise en contexte. Aujourd'hui, je vais simplement, premier client, je suis un Québécois, je travaille pour le gouvernement, j'ai une bonne mise de fonds. Je n'ai pas d'entreprise, pas d'incorporation, je ne suis pas enregistré, je sais comment investir. Première des choses. 99% des gens vont dire tu vas affilier au commissaire. Et puis après, tu prends tes revenus, tu fais ton Airbnb. Et ensuite de ça, qu'est-ce que tu fais? Tu te l'imposes aussi au Québec. Je pense que d'office, ou si on n'est pas résident, on ne peut pas payer notre impôt directement au Mexique. Alors, c'est ça. La différence, ça va être quand vous achetez des organismes restreints de constituer le fideikommisso. Le fideikommisso, c'est la fiducie, en fait, qui existe pour que, entre l'acheteur étranger et le gouvernement mexicain, il y a une banque fiduciaire qui va détenir la propriété, mais vous la délivrez pour 50 ans et qu'on peut renouveler ensuite après si on veut. Et chaque année, du coup, on va payer une taxe à la banque et la première année, on va payer des frais d'ouverture pour justement cette fiducie-là. Une fois qu'on a ce fideikommisso, on passe chez le notaire, on signe notre tract notarié, on obtient la possession de la propriété et là, on a deux options. On peut la mettre en location ou la limiter quand vous voulez. Si vous voulez la mettre en location principalement en faire de revenu locatif, vous avez encore une fois deux options. Soit vous gérez vos rentes locatives et que vous les recevez au Canada, et dans ce cas-là, vous les déclarez au Canada et vous payez votre imposition là-bas. Soit vous pouvez passer par une gestion de propriété ici au Mexique. Et l'avantage que ça peut donner, c'est qu'en fait, ça peut augmenter un petit peu les profits de rente locative. Dans quel sens? C'est qu'en fait, quand vous utilisez quelqu'un qui habite ici et qui a une société mexicaine qui se dédie à ce secteur de travail-là, ils peuvent utiliser certaines choses comme un RFC, qui est un numéro de taxe, qui permet de réduire un petit peu justement les taxes qui sont prises sur des plateformes en ligne comme Airbnb, Booking et d'autres encore. Et en fait, du fait d'avoir ce numéro de taxe, il faut forcément être ou résident mexicain ou avoir une société mexicaine pour avoir ce numéro-là. Et lorsqu'on le met sur les plateformes en ligne, ça nous permet de réduire les taxes. Donc, le gouvernement ne les prend pas directement sur la plateforme. Il nous reverse à nous, en tant que gestion de propriété, le surplus de taxes. Mais après, c'est à nous d'en faire les déclarations au Mexique, puisqu'on reçoit des revenus au Mexique. Et là, la gestion de propriété s'occupe justement de faire ces déclarations avec les revenus nécessaires. Et une fois que l'impôt sont payés, eh bien, nous reverser au client final, donc à l'acheteur, ses revenus locatifs au Canada, au Mexique, et si c'est le souhait, mais l'argent est propre, il a été déclaré. Donc, au point qu'un Mexicain, si cet argent-là est passé au travers de la compagnie qui fait de la gestion immobilière, qui a plus bas de taux de taxation sur Airbnb, Booking.com, Expedia, Vrbo, Livedor, c'est de l'argent propre. Vous pouvez le déposer ici dans notre compte, il y a une structure ici. Et il y a un petit peu plus de profit. Parce qu'en fait, Airbnb, normalement, sur la plateforme, on va parler en chiffre un petit peu, la taxe sur la valeur ajoutée qui est de 16% au Mexique. Et la SAMUS, Exact. il est un peu taxe TPS, TVQ, les Émirats du Québec. Voilà. Celle-là, elle vaut 16% sur les produits. Et la taxe Quintana Roo, qui est le terme avec lequel on est actuellement dans quel pays,
charge 20% de taxes. Sur l'ancienneté, je parle. Donc, la TGAM 16% va descendre à 8%, donc c'est quand même la moitié. Et la taxe Quintana Roo, qui est de 20%, va descendre à 4%. Donc, en fait, ces pourcentages-là, nous, on va les récupérer dans nos profits. Et après, c'est à nous de faire nos déclarations au Mexique sur le gouvernement qui était dessus et envoyer au gouvernement le nécessaire. Mais ça veut dire qu'il y a quand même plus de profits. Mais si on fait le calcul du 20% à 4, on est à 7. Oui. L'autre, il passe de 16 à 8. Donc, on prend 8. Donc, 16 plus 8, on est exactement à 24% de plus de profit. Ça ne veut pas dire que c'est un 24% de plus net, Voilà, exactement. mais c'est un 24% que la compagnie de gestion, qui est une personne, elle sait qu'elle ne peut pas être une personne physique, là, C'est une société. depuis certaines idées, il faut être certain que tout le monde comprenne. La société, là, c'est 24%-là, ce qui me le redonne pour plein, j'imagine qu'il faut les payer un peu. En fait, c'est ça, justement. En général, eux, ils chargent 20% de frais de gestion sur les revenus au total. Mais donc, du coup, ça veut dire que vous, l'argent que vous étiez censé avoir de base, maintenant, il y a beaucoup plus de coaching reçu pour justement dire à la société, si toi, tu as un accès, tu peux me faire un petit pourcentage un peu moins élevé parce que tu vas avoir plus de profit avec mes biens. Oui. Donc ça permet un petit peu de négocier lors de la signature de contrat avec la gestion de propriété pour justement leur dire, voilà, moi, je sais que tu peux mettre ton RFC, combien tu prends un pourcentage et puis après négocier avec eux. Bien, peut-être signer un contrat, de le faire vérifier, de le relire. Ne signez pas des contrats de gestion de propriété à 40-50% de frais de gestion. C'est entre 15 et 25% maximum en général. Donc, de leur retouche. Le revenu total, on va prendre un chiffre X. On va prendre le même que tantôt. Je suis un investisseur, je ne suis pas incorporé, je vais au travers d'un filiale commission, je me dis, je vais me prendre une compagnie de gestion immobilière pour faire la gestion. J'économise sur la TVA, dans les centaux, j'économise sur les taxes pour une banane. Oui. Un total de 24%. Ce 24%-là, on va dire qu'à la base, on était supposé faire 100 000. Là, si je laisse ça dans les mains de la compagnie de gestion immobilière, je fais 124. C'est ça. Une augmentation de 24%. C'est sur ce 24%-là qu'on va négocier la compagnie de gestion immobilière ou sur la totalité du 124? Sur la totalité. Sur la totalité du revenu, c'est là-dessus qu'ils vont prendre le pourcentage. Sur la totalité. Tu mentionnes qu'on doit négocier, il faut que ça regarde un peu, pour les laisser partir avec 50-60%, vous les appelez s'il vous plaît. Et quand on négocie entre 15 et 25%, c'est à peu près ce que tu vois. Ils peuvent offrir différents services, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous dire, voilà, on va voir on va faire les photos professionnelles, on va répondre aux messages, on va s'occuper dans notre suivi, mettre un petit peu bienvenue. Ça, c'est vraiment le package complet. Et puis, il y en a qui, vous pouvez négocier aussi un pourcentage selon le service qui est donné. Il y a un service package complet, et puis d'avoir un petit peu moins complet, ou alors il y a déjà des photos de fait, vous ne devez pas les faire. Donc, c'est négociable. Après, ça, c'est vraiment de la gestion de propriété. Ouais. Parler avec les professionnels et la casting des lits. Moi, je parle de mon expérience que j'ai ici avec des clients qui sont mal et d'autres collègues qui font aussi de la gestion de propriété que je connais. Mais il y a plusieurs packages. Donc, après ça, il y a différents pourcentages de charger au client final. Et puis, l'avantage, c'est d'utiliser ce fameux numéro de taxe pour les réduire, les déclarer au basic, faire un plus gros profit et puis leur envoyer au client final, mais est-ce qu'il ne veut pas tout ça? OK, c'est d'un peu un milieu à la carte. Donc, quand je prends 100 000 et je réalise que moi, à 124, parce que j'ai trouvé une compagnie de gestion immobilière, j'arrive en négociation qui me disent, à nous, c'est 25%. Alors, au bout du rouleau, 25% de 124 000. Et puis, on parle de plus ou moins 100 000. Est-ce que ça va donner la peine d'économiser pour le premier 24 si je paye 30 000 au total? C'était la question, c'est qu'il faut voir que dans tous les cas, vous étiez censé avoir le nom de base. Ouais. On était censé être sur 30 000 et ils allaient prendre sur 100 000, ils allaient prendre 25% de 100 000. Ouais. Maintenant, ils vont prendre 25% sur 24. Bon, on est quand même toujours plus gagnés. Mais, t'as d'avoir à peu près le même rendement. Puis on parle de 25%, c'est une plus haut. Oui, en fait, ouais. Qu'avoir 25% de fond, ça bien au même. Mais on a le service clé en main de luxe parce qu'on paye sur un bois le plus haut ratio. Si on peut dire, regarde, j'ai mes drones, j'ai mes photos, je suis moi de la gestion, je peux faire le Airbnb, sauf que je peux pas aller changer la tank à eau chaude, je suis pas là, en répondre dans la clé, quelque chose de brisé. Est-ce que ça peut être juste une 10%? Est-ce que tu as déjà vu une gestion à 10%? Non, 10%, vraiment. Honnêtement, le 15, ça va vraiment être plus bas et puis c'est déjà très long prix. Le 20, ça serait plus cool, je dirais.
Là, c'est le plus courant qu'on peut trouver ici de cholangiométrie. OK. Fait qu'un 20% sur le 124 initial, on parle quand même que c'est vraiment très avantageux. Quand même, fait qu'on offre non seulement un peu plus d'argent, une signature qu'on dépose dans notre compte ici, qu'on peut ouvrir sans devoir de résidence chez permanence chez Intercam, on le dépose là. On sait qu'on n'a pas violé aucune loi. Non. Vous êtes autorisé à le lire avec votre passeport, votre justificatif de domicile, et vous demandez par contre votre numéro d'assurance sociale aussi, ce qui veut savoir où est-ce que vous déclarez vos impôts. Et puis, c'est tout. Après, vous êtes un bancaire, vous pouvez déposer l'argent chez aucun banque. Ben oui, un numéro d'assurance sociale, on ouvre des comptes, bon, numéro et non des individus. Peut-être dans la mesure où tu as vu toutes sortes d'histoires d'horreur, est-ce que tu as déjà vu, parce que tu l'as mentionné tantôt, mais signez pas des contrats à 30, 40, 50% de frais de gestion. Ouais. Est-ce que c'est parce que tu as vu quelqu'un qui était démoralisé après 6, 7, 8 mois, 1 an, qui avait acheté, ça ne se filme pas, il ne sait pas comment ça marche, il est à distance, quelqu'un me fait signer un contrat. Ouais. Raconte-nous une histoire d'horreur un peu, mais que tu n'as pas rattrapé quand même. C'est ça, pour faire rattraper, c'est même pas le mot parce que c'est trop compliqué. Le problème, c'est que c'est sortir des contrats, faire une terminaison administrative, et puis vraiment sortir de là parce que il faut exprès, pour vraiment faire attention. En une trace de gestion, il faut le faire réaliser parce que vous donnez des clés d'un bien qui vous appartient à des noms que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire qu'ils peuvent changer les serrures, ils peuvent faire des faits dans votre appartement sans que vous soyez courant. Ils peuvent louer l'appartement, en fait, dire que c'est pas vraiment loué, que louer des amis. C'est hyper important de faire un bon trace de gestion parce que vous êtes pas là, vous n'êtes pas sur place. Donc, le but, c'est que vous soyez en chance, que vous soyez des gens avec qui vous avez un niveau sens et qui vont bien s'occuper de votre propriété. Parce qu'il y a tout à y faire. Mec, entre les mains des clés des jeunes qui ne savent pas gérer, ça va être très compliqué à gérer. Donc, moi, j'ai un client qui a signé pour 7% de commission et ils avaient changé de serrure et ils voulaient faire la bourse complexe. Donc, au bout d'un an, de ça, ils ont changé les serrures, donc il n'a plus la possession de son nom. Il a une phrase signée avec un placement français pour remplir la date de contrat, échanger une PDNT si je retire, alors qu'il avait déjà accepté pour péter. Donc, je dois vraiment une peu là. Fait que un peu besoin pour toi de gestion. Nous, on est là pour ça, c'est pour ça qu'on existe. Croyez-moi toujours, je sais que je peux dire, voilà, c'est 5 000 parce que j'aurais besoin de me dire, ah, c'est cher, c'est 800 Dieu. Oui, c'est 200 Dieu, mais vous êtes bien en train de payer ça à 5 000 pesos et éviter de perdre 37% de vos revenus sur une propriété qui pourrait être largement moderne. Je ne sais pas si on dit ça en France, là, mais au Québec, on dit que le diable est dans les détails. Ah, c'est bon. J'ai eu personnellement des amis aussi où on est revenu, puis c'est drôle, tout le monde allait te féliciter pour sa place est donc bien, sa place est donc bien, mon Dieu, toute belle place, c'était toi, mon vide. Je veux dire, le gestionnaire, il était là, il se sentait un peu mal, notre partie, ça n'a pas été où, il s'est fait apostropher pour dire c'est drôle, tout le monde dit chez nous, mais j'ai jamais eu ça va les parties chez nous. Faites attention à ça. Il y a beaucoup de gens qui voudraient utiliser votre place pour faire le party. Ils l'utilisent pour faire leur promotion. Ils peuvent même mentionner que c'est un habituel développement des affaires. Ils ont la clé aussi. J'ai déjà fait une minute mexicaine là-dessus. Regardez sans plus tarder, mais faites très attention à qui vous faites confiance. Et à partir de là, est-ce que ce type de contrat-là, tu vois, est-ce que tu n'as fait que les redire, les corriger et protéger le client? Ou tu les négocier aussi avec certaines compagnies de gestion immobilière? Oui, c'est le RIC. Le RIC, c'est alors là, le coût est un petit peu plus élevé quand on rentre en négociation avec eux. C'est-à-dire que si on veut une révision classique, voilà, bon, 5 000 pesos, vous avez besoin de temps, on va vous faire une offre notaire, faire un appel avec vous pour vous l'expliquer en français, anglais ou espagnol, selon la langue qu'ils souhaitent, et vous le renvoyer. Et après, vous pouvez gérer la communication avec le gestionnaire directement si vous le souhaitez. Mais si vous voulez qu'on vous accompagne même dans la négociation avec le gestionnaire, vous pouvez prendre contact, faire un appel vidéo ou une réunion qui est sur place et pour justement négocier les termes du contrat et qu'on accompagne directement c'est-à-dire avoir un contrat satisfaisant, juste pour le réciproque, exactement. C'est important qu'il n'y ait pas de pénalité pour le client qui veut mettre en location sa propriété, que ce soit aussi pour le gestionnaire, si jamais il y a un défaut qui est fait. Donc, il faut faire attention à ça. Mais oui, on peut accompagner aussi sur la négociation pour donner des conseils aussi et faire la négociation avec le gestionnaire directement pour essayer d'obtenir un contrat tel que le client voudrait. C'est dans la but à eux aussi de négocier. Oui. C'est le rapport d'un client où on est là pour défendre les intérêts des clients tout simplement et l'accompagner, bien comprendre comment ça fonctionne, quels sont les enjeux, à quoi ressemblent ses responsabilités, ses obligations. Mais après, les négociations, forcément, il faut que ce soit fait de main avec le client et avec le gestionnaire. Oui, mais tu sais, chez Bella Space, on a ça que des Québécois. Est-ce que les contrats ici sont généralement émis en français?
oublie ça, corrige-moi si je me trompe. Je pense que tu es des rares que j'ai rencontré qui est assermenté traductrice officielle pour l'anglais, français, espagnol. En gros, tu as des contrats en général où le plus courant, c'est espagnol et anglais. Et parce qu'il se fait plus. Oui. Mais moi, je traduis très harmonisé avec français et espagnol. Si jamais il y a besoin, je peux l'expliquer, je peux l'interpréter, je peux le traduire, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que le plus courant, ça va être espagnol-anglais. Le problème étant que l'espagnol, dans tous les cas, on est obligé de le garder, puisque c'est la langue légale reconnue au Mexique. Oui. Donc, l'anglais, même si la personne ne comprend pas vraiment, c'est vrai que dans le media, c'est une traduction française, que ce soit vraiment une signature en exigence, application des responsabilités, des obligations. Mais ce qui va toujours prévoir au Mexique, ça va être la version espagnole. Okay. Il faut toujours bien s'assurer aussi que la traduction est correcte. Et juste faire une bonne vérification, ça sert. Dans la mesure où on a une cliente qui me dit, moi, je vais le payer ton 5 000 pesos, qui est plus ou moins 350 000 avec 350 canadiens en ce moment, qui est vraiment pas dispendieux. Et un peu en se passait, je fais une traduction, je le prends par la main, on enlève le dialogue dans tous les détails, on structure la chose. Non. Après ça, toi, tu dois quand même refaire la traduction pour enlever les diables dans la version. Et c'est pas comment je fais, moi, en tant que Québécois, que je me fais cueillir le français, mettons que je jette un dé, que c'est bien sûr que tu as été fait pour me baser sur la bonne foi de Marine, que j'ai confiance. Eh oui, absolument, parce que moi, je suis enregistrée justement auprès du pouvoir judiciaire et de Jason Tanaro. J'ai même double exercice en 2000 dans un traductrice alternité. On doit présenter des diplômes, on doit présenter notre niveau, on doit rester avec les professeurs. Enfin, il y a quand même un certain niveau qui est demandé. Oui, mais le professionnalisme, ça se sent très bien ici, là. Voilà, il y a ça aussi qui joue. Et moi, ça fait 2 ans maintenant que je peux être très assermentée. Je vais à la cour de justice pour interpréter pour des clients étrangers. Enfin, c'est des choses tu peux pas avoir. Tu as le droit à l'erreur, mais vraiment sur un point, sur un terme, pas sur un mot, sur une place. Oui. C'est-à-dire que moi, faire les derniers 3 fois mes traductions avant l'extension, c'est hyper important parce que je joue aussi ma réputation et je aussi mon assermentation. Oui. Si j'ai un client qui m'a dénoncé, je sais pas, ou pour quelconque raison, je peux perdre une assermentation. Et je pense que mon Dieu, 41 heures à la peine. Mais non, on n'a pas besoin de traduction, mais à partir de là, question qui tue. Écoute-tu de ces gens qui vont faire ça sans toi, mais qui utilisent ChatGPT? Ça marche bien aussi. Hein. Okay. Ça marche bien aussi, honnêtement. Moi, je l'utilise aussi. De toute façon, tous ceux qui n'arrivent pas avec l'intelligence artificielle sont déjà en retard au début. Oui. Donc, non, pour être honnête avec toi, c'est un mode. Mais le problème, c'est qu'il va te traduire dans les lignes. Il va te traduire littéral. Mais il ne va pas t'expliquer exactement le fonctionnement ou les suites de la procédure ou répondre à des questions vraiment, comment te dire, spécifiques qui uniquement va te répondre avec l'expérience. C'est juste à la différence. C'est que littéralement parlant, tu vois, il va te le traduire. Mais le problème, c'est que toi, tu vas avoir des questions vraiment spécifiques sur tes expériences, du ressenti par rapport au promoteur ou quoi, ça, ChatGPT ne peut pas te le donner. Non, c'est ça. So, c'est un peu bon de te faire accompagner, mais encore hier, j'ai un client canadien qui m'a dit, ouais, c'est un peu chiant de devoir passer par un avocat, enfin, mais c'est ce que je fais, j'achète et tout. OK, j'ai fait un appel d'1 heure avec lui, je lui ai expliqué son fois un détail, j'ai dit mes commentaires, tout ça, il m'a dit, je commence à prendre ton temps d'attendre un avocat pour acheter au Mexique. Mais sauf que c'est l'expérience qui nous dit. Ben, exactement, je pense que on aura jamais une deuxième chance de faire un vrai bon compte. Une fois qu'il signe, il est signé, puis si l'autre partie veut en tenir profit, il est trop tard ici. Je pense que ChatGPT peut arriver moins pour le capable de faire une traduction et il ne va pas interpréter un sens de la direction d'un contrat où quelqu'un pourrait tirer quelques virgules de son côté chat, passe à côté de ça. Voilà, c'est fait que oui, non, parce que oui, je vous parlais de solution, de pouvoir accompagner littéralement comme on sait, il n'y a pas de problème. Mais sauf que parfois, il y a des tournures de rédaction qui sont un petit peu différentes et qui sont utilisées ici, par exemple, dans Tanaro, tout ce qui est la juridiction, toutes ces choses-là, pour l'expliquer correctement au client ensuite. Donc ça, c'est important. Mais oui, je dirais que oui, ça peut traduire, mais que pas dans sa totalité pour l'explication. OK. C'est bonne explication. Encore une fois, d'ailleurs, tout le monde a regardé le la capsule qui avait été très bien filmé aussi. Vous pouvez voir Marine qui parle de elle-même. Je ne pas le problème qu'elle avait eu avec Visa et puis tout, qui s'était dit, non, plus personne va dire ça. C'est Superwoman du Visa et ici, c'est Madame Marine. On reprend un de mes personnages qui fait de l'argent et il travaille pour une entreprise, sauf qu'il décide d'être un sous-traiteur d'entreprise. Depuis des années, il fait un bon salaire, mais son argent, sa compagnie, ne fait que se verser ce qu'il a besoin.
il en reste beaucoup plus dans l'entreprise. Là, qui est là. Moi, j'ai de l'argent et je ne veux pas payer d'impôts et je voudrais investir au Mexique. Et là, je regarde, est-ce que je peux avoir un prêt mexicain? Ça demande plusieurs choses. Est-ce que je peux investir ou sortir tout mon argent? Ça demande de l'imposition. Ouais. On va y aller avec le premier aspect où je dis, je ne veux pas me casser la tête, je prends de l'argent, j'ai besoin de 300 000. Donc, je sors mon argent de la compagnie, le VEX, je suis obligé de payer de l'impôt. Donc, naturellement, selon votre tranche d'imposition maximale, vous devez sortir plus que 300 000 ou 300 000 de la share OK. Je vais prendre, faites-le au commissaire, ça revient à la même chose que tantôt. Oui, mais Ça, c'est simple. Vous voulez payer d'impôts, vous allez pouvoir le faire comme ça. Maintenant, c'est comment c'est et est-ce possible pour quelqu'un qui achète avec son entreprise, éventuellement, est-il mis le 35 d'imposition sur le gain capital, zéro, à zéro, non. je te dis. Non. Je veux bien faire des notes, mais je peux pas continuer mes pas. Mais le département numéraire, c'est sûr, j'ai mis la porte au courant. Si là, je pense que non, on peut la réduire, oui, en effet. Donc, quelqu'un qui achète avec une société canadienne qui est étrangère, qui passe par le filet colossaux et qui veut revendre, va devoir payer ce 35% de taxes sur la plus-value, juste sur la plus-value, non pas sur le montant total de la transaction. Mais ce qui se passe, c'est que du coup, si vous voulez réduire un petit peu ce montant de plus-value, la stratégie, ça va être de facturer les agents immobiliers si vous êtes dans la transaction. Donc, s'il y en a un qui représente l'acheteur et le vendeur, et bien de facturer dans ce cas-là cet agent-là pour réduire justement cette taxe, la passer en tant que dépense et du coup réduire ce montant de taxe-là. Et c'est la seule manière qu'on a un petit peu de déduire justement ce montant de taxes sur la plus-value en facturant les agents immobiliers pour pouvoir justement faire passer ça comme une dépense. OK. J'achète quelque chose de 100 000 aujourd'hui. Je n'ai rien tout personnel. Je le revois dans 2 ans. Naturellement, tu m'as fortement conseillé d'aller chercher la visitance pour diminuer ce 35 OK. J'envoie une deuxième à l'intérieur du troisième parce qu'il est vraiment le fun des en termes de développement des affaires en immobilier. Et moi qui ne pas, pour le payer. Le temps. Même stratégie que la corporation, c'est-à-dire que ça va faire payer 35% de taxes et que la stratégie pour baisser justement cette taxe-là, eh ben, ça va être de facturer les agents immobiliers, de voir si on peut facturer d'autres dépenses par rapport au bilan, et dans ce cas-là, de réduire au maximum ce montant de la taxe. OK. J'en ai acheté 2 en même temps. 100 000, 100 000, et 2 0 en 2 ans. 200 000, 200 000. Il y en a eu 0% d'imposition sur le gain de capital. Le deuxième, on va utiliser une stratégie où on va prendre un courtier web on a 100 000 de gain de capital. Il faut que bien sûr me envoyer une facture qui monte à 100 000. Donc, j'ai envoyé une facture de 50% de commission sur une vente de 200 000 pour financer au Nord. Ça va le montant de sa commission à lui, c'est-à-dire en général 5-6% ici dans la deuxième domaine. OK. Moi, je dirais avoir 5, 6, des fois 7. Oui, ça dépend. À tout le monde, ça a du 8, 9, tu fois du 10. C'est tough parfois. Oui. Ouais, quand ils sont plus capables de vendre le gros but parce qu'ils voient qu'il y a pas de c'est ça. Il n'y a pas de... OK, il y a un autre calcul là-dessus. Tout le monde là-dessus. All right. Donc, oui, pour le deuxième, j'ai vendu à 200 000. Initialement, je l'ai acheté à 100 000. J'ai 100 000 de deck. Voilà. Est-ce que c'est 50% ou 35% de ce gain-là qui est imposable? Je pense que c'est de ce même temps-là. Donc, il y a un 35 000 sur un 100 000 de gain qui est imposable. Oui. Ce gain-là de 35 000, comment ça m'a fait trans d'imposition dans une piscine? C'est toujours selon ce que tu fais comme revenu. Mais je suis... Alors, ça, c'est pas... Non, la taxe sur la plus-value, elle est fixe. C'est-à-dire que peu importe, si tu fais 2 millions de plus-value, 4 millions de plus-value, tu dois payer 35% du montant. Quoi qu'il arrive. C'est 35% de taxe sur le montant en plus-value. OK. Mais ça n'a rien à voir du coup avec la déclaration qu'on fait nous en tant que travailleur, par exemple. OK. Oui, on a des marges par rapport aux revenus qu'on va faire. Parce qu'au Canada, c'est ça, au Canada, sur le 100 000 de gain capital, on va avoir la moitié qui va être imposable. Donc, on va payer de l'impôt sur 50 000. Il y a 50 000 qui est à toi, ou 50 000. Donc, ici, tu vis sur le même 100 000 de gain capital. Oui. De 35. C'est correct. Point. Exactement. 7% de la vente sur le 200 000 total qui est à tort. Donc, c'est 35 000 moins 14 qui est argent. On est vendu qu'il nous reste un bon 21 000 à payer d'impôt. Au chemin de le payer au courtier immobilier que de le payer en
Ah, bien sûr, oui, oui, chez nous. Oui. C'est mieux de facturer la zone immobilière pour réduire cette taxe et puis donner le montant restant au lendemain. As-tu déjà vu des comme essayer de faire de l'abus sur le montant de l'illumination sur une vente de maison? Non. 10, 12, 15, 20%, est-ce que ça peut être ridicule, là? Oui, non, parce que ça passe pas. Non. Ça passe pas parce que le notaire ne va pas signer un acte notarié avec une libération, une commission de 12 900, ça n'a aucun sens. Ça peut être un problème. Oui. Ça ne fonctionnerait pas. Par contre, il y a certains notaires qui vont accepter de faire une évaluation foncière avec une amélioration du bien, comme s'il y avait des travaux, et que du coup, on justifie la valeur de la plus-value et explique par la stratégie fiscale à ce niveau-là aussi. Tous les notaires ne sont pas, certains le font comme, et on peut l'utiliser pour certains calculs. Par exemple, ça va améliorer le bien et pour le montant commercial réel à augmenter également. Ça va être simple que le montant commercial calcule la plus-value et là, on voit ce qu'on peut faire, comment on peut justement enregistrer ses dépenses. Mais pour faire ça, il faut pouvoir facturer. OK. C'est bon. Dernier point. Merci les excellents conseils encore une fois. Je suis un entrepreneur. J'ai le droit de technicité dans mon incorporation. Je peux acheter un bien, on va dire, un million. Je veux mettre un 500 000, l'autre 500 000. Je vais aller chercher au Mexique. Pourquoi? Parce que je ne veux pas toucher ma canadien. Je ne veux pas monter le ratio d'endettement aussi parce que je veux persister à développer mon parc immobilier au Québec. J'ai vendu des voiles. Je ne veux pas que mon banquier au Canada dise, ben là, tu m'as dit, tu montes ton ratio d'endettement. On va attendre au ton prochain immeuble, tu t'es mis un pied et bâton dans les roues. Ce client-là qui vient chercher un financement, est-ce qu'il peut le faire au travers de son entreprise? Est-ce que c'est son entreprise qui va obtenir le financement? Oui. Avant que sur ma vie, on peut prendre des papiers d'entreprise, mais on va devoir donner à toi au personnel. Oui, c'est ça le point, c'est que c'est une personne physique à qui ils vont prêter. Et je ne peux pas être une société de personne morale étrangère. Ils n'ont aucune garantie que la société, ils n'ont aucun contrôle sur la société. Right. Donc, le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas te donner un crédit à une société étrangère qu'ils ne connaissent pas, dans une langue étrangère, avec une constitution étrangère. Ils n'ont aucune garantie. Donc, ils peuvent te prêter, et encore, c'est pas très commun en soi. Enfin, ça se fait, mais c'est assez peu commun, parce que les taux d'intérêt sont quand même parfois un peu élevés pour certains. Donc, du coup, la banque peut te prêter en tant que crédit, en tant que personne physique étrangère, canadien, américain, mais par contre, ils ne veulent pas te prêter à une société. Mais ce que la société peut faire, si jamais l'entrepreneur a beaucoup de liquidités dans cette société et qu'il veut acheter beaucoup de propriétés, parce que ça, c'est une autre information importante, c'est que les financiers, elles sont utiles pour une ou deux propriétés, parce que chaque année, vous payez une taxe pour les entretenir. Oui. Ils sont en $2 américains par an. Il y a une ouverture, c'est peut-être dans les semaines notaires en général. En tout cas, en le comptant dans les semaines notaires, on parle de 45 000 pesos à peu près à l'ouverture de la fiducie. Et ensuite, chaque année, $522 américains par an. Ça veut dire que là, on a deux fiducies. Par exemple, j'ai deux propriétés. Tous les ans, je vais payer $1,000 d'entretien fiducie, OK, à la banque. Si par exemple, j'ai 7 propriétés, là, je vais payer beaucoup plus d'argent des ans pour maintenir mes fiducies. Et puis, à chaque fois que j'achète, c'était 45 000 pesos de constitution fiducie. Parce que c'est une propriété, une fiducie. Donc, si l'entrepreneur veut acheter plusieurs propriétés, la recommandation, ça va être de constituer une société mexicaine. Right. Et c'est une société mexicaine, comme c'est une entité mexicaine, elle n'a pas besoin de payer la fiducie, le chemin commissaire. Donc, on enlève ce 45 000 pesos de frais dans les frais de notaire, on va payer aussi 7% frais de notaire classique et on ne va pas payer chaque année une taxe en plus à la banque non plus. Mais il faut constituer une société mexicaine pour ça. Pour constituer une société mexicaine, on a deux options. Il faut soit être résident mexicain avec un numéro de taxe pour être le représentant légal de sa propre société et il faut dans deux partenaires, donc deux associés. Ou un appréciant canadien, il veut sortir de l'argent plus facilement de sa société, il peut mettre la société canadienne dans la société mexicaine s'il souhaite qu'elle soit reliée, parce qu'en général, c'est pas forcément ce qu'ils veulent, mais c'est quelque chose qui est faisable. Et comme ça, l'argent est beaucoup plus facile à envoyer directement et c'est très justifié. Mais oui. La société canadienne l'envoie des fonds à la société mexicaine, dont la société canadienne fait partie, par un contrat, c'est justifié. Et après, l'entrepreneur peut acheter avec sa société mexicaine tous les biens qu'il souhaite
Mais pareil, tu vas vouloir revendre, applique la même stratégie. Il ne pourra pas exempter à 100% sur la vente. Mais la deuxième stratégie comptable, avec les factures et les dépenses de la société à l'année pour pouvoir réduire au maximum cette taxe sur la plus-value encore une fois. Donc, dans la mesure où j'ai beau 500 000, j'ai besoin d'un peu que 500 000. Je demande à ma corporation canadienne de devenir une extension de bureau de personne morale, sienne, mais elle doit être détenue en partie Par la canadienne, chrétienne, mais il doit y avoir un extime aussi, et coactionnaire, pas forcément pas forcément. un représentant légal, résident, temporaire ou permanent ou mexicain, lequel ça ne fonctionne. Oui, le plus possible. Ou alors, même si vous êtes résident. Mais il faut absolument un représentant légal, pas forcément un associé. Ça peut être la société canadienne à 99% et l'entrepreneur en tant que touriste à 1%. Mais il faut que le représentant légal soit ou résident ou mexicain. C'est obligatoire. Parce qu'on ne peut pas mettre un touriste ou une société étrangère en tant que représentant légal au Mexique. Il n'y aurait aucune personnalité juridique. Non. C'est pas connu. Si moi, j'ai ma résidence ici, je demande à mes compagnies canadiennes de dire, bon, ben, maintenant, elle va devenir co-actionnaire d'une entreprise que l'euro ici. Au Mexique, 100% ou 50% avec Québec, yes, 50% avec moi pour personnel. Est-ce qu'à partir de là, la banque institutionnelle bancaire mexicaine va pouvoir me prêter encore de moi au personnel ou elle va me prêter à mon entreprise, à la société? à la société. Mais je suis le bénéficiaire, mon personnel. Il n'y a pas de problème. Elle veut prêter à la société. Dans ce cas-là, il faut qu'elle soit solvable ou qu'elle ait de l'utilité. Oui. Et ce cas-là, il n'y a pas de problème. Et après, toi, c'est à toi de choisir. Si tu veux prendre un crédit hypothécaire avec la société, tu peux le faire. OK. Parce que la raison, une chose la plus simple, quelqu'un dans l'exemple qui a 500 000 de mise de fonds, il veut s'allier à 1 million. Après tout, au Mexique, s'il n'est pas résident, là, et il est aussi bien d'essayer d'aller trouver ton majeur au Canada puis de développer, puis de se dire là, c'est lié au comité. Absolument. OK. Oui. Dans la mesure où quelqu'un dit non, je ne veux pas le payer au personnel, j'aurais beaucoup trop d'impôts à payer, j'attends 4 mois, je remplis ma résidence, je remplis mes papiers avec toi, je me trouve une incorporation et je fais la structure au bon et je demande à partir de cette incorporation-là, est-ce qu'elle doit être détenue en partie ou elle peut être totalement indépendante aussi? S'il est résident, ça peut être totalement indépendant. Parfait. Et s'il est totalement indépendant, il nécessite d'attention 4 mois, qu'il fait ses papiers avec toi, comment il va faire pour s'attirer le pouvoir de ce corpo? On fait. On fait pas de ça entre la société mexicaine et la société canadienne pour justifier les fonds. Ben. Après. OK. Et à partir de là, lui, il peut se trouver une compagnie, c'est celui-là qui est détenu par Oui. OK. Et là, lui, les fonds, il fait ce qu'il veut, puis il met une compagnie de gestion immobilière, comme on disait avec le premier plan A, et puis après, il fait ses impôts, il laisse celui-ci, il n'est pas obligé de... La déclaration va se faire avec la société qui va détenir le compte. Il peut avoir réservation et le bien dans la même société s'il le souhaite, ou diviser en 2 sociétés s'il préfère. Mais oui, tout est possible. À partir du moment dans le logis social de la société, et bien décrit gestion de propriété, achat, vente, achat de terrain, achat de villa, tout vraiment en détail, pour ne pas avoir à peine quel objet social pour être autorisé à faire le secteur qu'il a fait. En fait, ça devient complexe un peu, mais dans la mesure où cette personne-là, j'ai ma résidence, j'ai mes papiers, j'ai mon incorporation, je vais permettre mon petit 500 000 de la banque, est-ce qu'il y a un devoir mettre des parts de cette entreprise-là ici, en achat derrière? Est-ce que cette compagnie canadienne posséderait des parts de cette compagnie-là? Si c'est juste emmêler le pinceau, ça va juste mettre une double taxation. Oui, en fait, c'est ça le sujet. C'est de savoir s'il y a un intérêt fiscal avantageux pour le Canada ou pas. Okay. S'il n'y en a pas, non. Donc, ça, c'est toujours à discuter avec votre fiscaliste et avec votre comptable de regarder les impôts en compte. Oui. Tout dépendamment de la valeur aussi de là, puis de l'imposition qu'il va avoir aussi là. C'est des calculs à faire. Parce qu'en plus de la création de la société, quand vous voulez mettre une société étrangère dans la société mexicaine, il y a un coût supplémentaire par rapport à la traduction des documents. Il faut les documents de la société canadienne apostillés et traduits à l'espagnol par un traducteur assermenté. Donc en fait, ça supplémentaire à prendre en compte aussi, parce qu'en général, on parle quand même de 30 à 50 pages à traduire entre les articles de constitution, les certificats de constitution, la déclaration initiale, enfin, tous ces documents-là constituent la société au Canada. On a besoin en plus apostillés et traduits à l'espagnol. On les donner au notaire parce qu'on va signer l'acte de parier de la constitution de la société mexicaine. Donc ça, c'est un truc à prendre un point de vue. Donc, il aussi vient d'ouvrir tout seul. Directement ici. Directement ici. Avec le chez nous. Qui n'appartient pas en partie à aucune compagnie du Canada parce que
combien de temps tu as vu, parce que on peut prendre des tonnes d'exemples pour un entrepreneur qui travaille autonome, qui travaille de chez eux, qui fait pas plus d'argent, ça roule, il n'est pas d'employé, mais je suis super breveté en informatique, mettons, c'est simple. Le gars qui a 47 employés, qui a une fiducie, une compagnie de gestion, deux compagnies de gestion, 3 actionnaires, des partenaires. Ou quand mon ami, là, c'est 50, 75, 100, 250 pages, le terme de traduction de la segmentation, puis c'est quoi le mot que tu utilises pas segmentation? C'est la traduction, c'est l'apostille et la traduction. C'est quoi la définition de l'apostille? Apostille, en fait, c'est une consigne qui a été signée par la plupart des pays dans le monde. Ça va voir le document qui a été émis au Canada, qui est la même valeur ici au Mexique. OK. Par exemple, un acte de constitution de société au Canada, ici on le donne au docteur au Mexique, il va dire je ne veux pas de ce document, c'est pas ta langue, je ne comprends pas c'est écrit et je ne comprends pas ce que ça veut dire. Mais du coup aussi, ce document-là, il vient avec une étape dernière qui s'appelle l'apostille. Il va me dire, OK, je vais te le prendre, mais que tu me le traduises dans la langue. Qui sont les individus qui ont la charge? Le ministère de la Justice du Québec. Le ministère de la Justice du Québec qui va s'occuper de faire la traduction pour être Le ministère apostille, la traduction c'est lui. OK. Mais l'apostille, c'est au Québec. Mais le ministère de la Justice du Québec, lui, quand il va poser ce saut-là, c'est parce qu'il y a eu des gens comme toi qui sont assermentés officiellement pour la traduction de C'est parce qu'il y a des gens comme toi qui envoient leurs documents au ministère de la Justice du Québec en leur disant j'ai besoin de l'apostille parce que je crée une société où j'ai besoin de présenter les documents au Mexique. Et du coup, ils vont t'apostiller ces documents. Tu leur envoies les originaux et moi, je vais les traduire. Et après, je peux les présenter à un notaire. Puis le notaire, lui, il prend ça pour du cash que tu viens cette toute la chose. Lui, c'est surtout le stamp. Et c'est une forme légale. Parce que Marine, quand on plan B après, la suite de la document, fait tout est enregistré légalement pour le faire. Et ça, est-ce que le gouvernement te laisserait au Mexique le faire, la traduction, avec juste ChatGPT, puis pas quelqu'un qui était sermenté comme toi? Alors, il faut le tampon d'une personne enregistrée en tant que traducteur seulement. Parce que le casse pourrait entager la rentabilité de son institution bancaire mexicaine, qu'il veut tout mettre en œuvre pour être sûr de prouver que l'entreprise est bien apostillée, constituée, structurée. Ça, pour me parler d'un processus, je fais un individu qui témoigne avec juste acheter une villa d'1 million, là, j'ai 500 000, là, la corpo, puis ils mettent des parts dans l'autre corpo, c'est combien de temps, combien de coûts en moyenne pour une entreprise standard que tu Entreprise classique, on va parler de 125 000 pesos. Ça comprend les frais d'avocat et les frais du notaire. Il peut être compris. Et en fait, du coup, ça prend environ 2 mois. Environ 2 mois parce que c'est une société. OK. Donc, c'est 45 000 pesos. Ça prend 2 mois et vous obtenez un acte constitutif d'une société. C'est une société anonyme de responsabilité limitée. Donc, ça veut dire que le patrimoine est protégé. Votre patrimoine personnel, il n'est pas mis en jeu si jamais il y a quoi que ce soit avec la société. Elle ne prend seulement avec ses actifs et pas avec les autres en tant que personne physique. OK. Cette société-là, elle est classique. Mais par exemple, une société où j'ai besoin justement des documents postillés et traduits à l'espagnol, ça peut prendre 3 à 4 mois. Le double du temps, en fait. OK. Non seulement le gars qui va acheter, c'est lui, là, il veut porter son argent de l'impôt, il peut aller chercher ses cartes pour aller carrer dans parce qu'il veut ouvrir une compagnie, il ne veut pas la passer avec un Mexicain. Ouais. Et là, il veut ouvrir une compagnie. Et après 4 mois, ça vient coûter $1 million ici, puis 4 mois de temps. Il va en plus ouvrir une compagnie, puis ça se fait quelquefois une décision qui ne peut pas de mal. Mais tu veux, la compagnie canadienne, je vais actionner cette compagnie. Et ça fait tout un autre 4 mois pour les 55 000 pesos. Ouais, c'est même vraiment, en fait, c'est plus long parce que tu sais, c'est qu'on reste toute la documentation. Après, c'est la même procédure que la classique, mais sauf que ça nous prend le temps de délai de la documentation, ça va être légèrement long, un mois et demi. Et après, moi, j'ai fait une documentation de place, on me parle de 3 mois et demi, 4 mois. Une classique, si tu fais mal, juste pour ta résidence, une autre face ta résidence et une société classique, il y en a pour 2 mois. Donc, ça ne regarde pas soi-même, mais l'avantage qu'on a, c'est quand c'est divisé, c'est pas plus facile. OK. Quand il n'y a pas de société étrangère dans la société. Mais oui. C'est qu'il y a De beaucoup moins de délai, de 2, beaucoup moins de frais, de 3, beaucoup moins de crossage. Je dirais avec le gouvernement qui peut revenir pour le système de t'as-tu bien fait des impôts? Mes impôts sont déjà payés par le canal de gestion de rapport. C'est déjà structuré. On enlève des délais, on enlève des charges, on enlève des frais. Ce qui est davantage, c'est vraiment s'il y a un avantage fiscal là-bas, au Canada. S'il n'y a pas d'avantage fiscal à relier ces deux sociétés-là, il faut enlever une classique ici, sans que tu peux acheter tous les biens qu'elle souhaite, constituer correctement. 100% propriétaire entre les liens de la personne qui a été du moins cher et c'est battu, c'est un exemple. Exactement, c'est ça. Moi, je veux qu'on une voiture aussi.
Je vous recommande pas de mettre sur un égal que vous ne connaissez pas. Même une personne de confiance, c'est un peu délicat parce que il y a quand même des obligations et des responsabilités à travers notre société. Donc, on n'est jamais mieux servi par soi-même. Moi, j'estime que si la personne peut se faire sa résidence, c'est beaucoup mieux. Ouais. C'est beaucoup mieux. Ouais. Et tu ne peux pas oublier qu'il y aura quand même des grosses propriétés dans cette société-là. Il ne peut pas laisser non plus entre les mains tout de suite. Comment tu vois les démarches quand on fait du développement avec certains clients, dire, regarde, Marine, j'ai des millions dans l'entreprise, les affaires vont vite, je voudrais en acheter 1, puis 2, puis 3, et mes dépenses à faire. Est-ce que tu peux t'asseoir avec une fiscaliste qui peut t'expliquer son point de vue, qu'on comprenne le tien pour être sûr de prendre une bonne décision? Est-ce qu'on t'invite de temps à autre à ce type de discussion-là? Ou c'est plus sur comme tu n'es pas une fiscaliste, c'est vraiment ça des prix, c'est vraiment pour la loi qui est en plus selon loin de nos pays que tu ne connais pas. Là. C'est ça. Avant le Canada, je n'ai pas de connaissance. J'habite au Mexique, je suis française, je viens un petit peu avec mon histoire française, mais je connais vraiment les rois au Mexique. Le Canada, je connais parce que je commence à avoir beaucoup de clients canadiens et qui m'en parlent et qui m'expliquent, mais je ne suis pas professionnelle du Canada. Donc, c'est important de bien soit d'enseigner auprès du Canada. En général, ce que les clients font, c'est qu'ils me disent, voilà, moi, Marie, j'ai récupéré de l'information, je la transmets à mon fiscaliste canadien, et puis après, c'est le fiscaliste qui va leur dire qu'est-ce qui est mieux pour vous en se faisant une société canadienne ou une personne physique canadienne. Et après, moi, c'est plein des avantages et des inconvénients que je viens de vous donner. C'est-à-dire, personne physique, oui, tu peux exempter en de non-résident. Personne société, tu peux pas exempter, mais tu peux facturer et mettre une stratégie fiscale en place. Et puis, une société, c'est pareil, avec les coûts et les dépenses d'une société, tu peux exempter juste une partie par la totalité. Donc, avec cette information-là, ou ensuite, nous cherchons l'info auprès de la fiscaliste canadienne et en général, nous faisons un accord de bas. OK, nous procèdons cette plan A, puis B, C. OK, c'est bien. Donc, l'acheter au personnel d'un fidéocommisso puis la vendre au moins une fois, 3 ans, c'est pas votre mesure, votre moins. Ouais. Et on sauve le gain de capital ici, mais on doit le réinvestir ici, puis on peut réinvestir où ce qu'on veut d'ailleurs. Le plan B, c'est d'y aller directement avec la société. La société sauve la société, elle va devoir payer les 35% moins la commission maximum de 7% du de l'immobilier. Ce n'est pas la moitié qui est imposable avec 35% pour le Canada. C'est 45% plus-value, on enlève au complet. Exactement. Et la société, elle des avantages sociaux. La société mexicaine, elle va aller prendre des dépenses. Le gaz, le pétrole, la bourse, les avions, les signes et ça. Non, c'est ça. Est-ce que tu vois généralement le plan C de la société mexicaine arriver plus avantage? Puis on a juste que le plan B, parce que le même sang colle quand. Alors, la réponse, elle est dans un nombre de propriétés que tu veux acheter. Si jamais, avec les sociétés canadiennes, tu veux acheter une seule propriété, je te recommande le fidéicommis. Si tu veux acheter plusieurs propriétés, je vais te recommander de constituer une société mexicaine. Quand je te dis plusieurs, je te parle de plus que 3. Parce que $1,500, c'est le place que tu vas payer tous les ans si tu as 3 propriétés. Autant les mettre dans la société qui va te coûter $2,000 une fois. Et après, tu dois payer de fidéicommis. Mais qui donne des avantages fiscaux ici. Oui. Forcément, tu payes tous les fidéicommissions, tu fais toutes les déclarations ici, tu prends en table, bien sûr, les dépenses, les coûts, et puis tu peux gérer des profits. À moins de vous rouler à 3 000 €, on va être conduit de regarder les gains capital. Oui, qu'est-ce que c'est pour ça? On est sur le délai, tu portes à 2 ans, moi je m'en vais. Que de beaux tirs, ah oui, ça va. Ça va. Ah ben c'est bon, OK. Et puis, à partir de là, quand ça devient trop complexe, je pense qu'on essaie d'éviter la deuxième option. Soit un mot personnel, fidéocommisso, fait comme ça. Et ensuite de ça, ben on y va avec directement les accompagnements. Parce que détail en même temps, quand tu achètes avec une société étrangère, avec la Tunisie, c'est la même chose que quand tu mets une société étrangère, comme une société mexicaine qui doit payer les documents, apostiller et traduire de cette manière. Donc ça coûte plus cher. OK. Vraiment très intéressant. Donc, je pense que la recommandation aujourd'hui, les amis, c'est de 1, regardez la première vidéo qu'on a faite avec Marine qui était excellente. De 2, que vous arrivez à une question fiscale, que vous êtes entrepreneur, travailleur autonome, vous avez une entreprise, s'il vous plaît, parlez avec votre comptable, laissez-nous discuter avec lui, laissez-nous prendre du temps avec lui, parce que Marie ne cherche pas les gens nécessairement pour parler un petit 15-20 minutes la première demi-heure. Ça va être formalisé. Alors, ça doit être comme sur la vedette avec les clients. Merci beaucoup. Et assurez-vous d'en discuter avec moi puis de faire le cours et le compte de partir sur une montagne. Puis si malheureusement vous êtes pris à vous dire, je ne sais pas quelle décision, mais j'en prenne une vite parce que ça a l'air qu'il n'y en a plus beaucoup. Puis c'est une belle opportunité. Il y a 1500 projets en ce moment en construction. Il va en avoir 500 d'autres l'année prochaine. On reste calme, ne prend pas de décision émotionnelle. On appelle main. C'est bon?
C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Et aussi, je vous invite à regarder mes autres capsules que j'ai parlé avec des courtiers hypothécaires internationaux, de financement aussi, des pros au niveau de l'immobilier, de l'autoconstruction. Et nous, ça va nous faire plaisir. Regardez les autres capsules, c'est pour une bonne information. Je pense qu'aujourd'hui, c'était officiellement un bon casse-tête que vous devez regarder une deuxième, troisième fois. Mais je vais aller dans le regard de YouTube, en bas, vitesse de croisière, mettez ça, une 75, ça va avoir un clic présentement, puis ça va être bon. C'est bon? Ça va. Sur ce, mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous. Un gros merci à Marine d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'information, je me sens beaucoup plus en sécurité. On se reparle tout le monde à votre transaction.